Si vous avez connu internet entre 2009 et 2014, il y a de fortes chances pour que vous connaissiez Le Visiteur du Futur. Web-série culte arrivée sur Dailymotion en 2009, écrite et réalisée par François Descraques, et dont un film est sorti au cinéma l'année dernière. La série a eu un gros impact dans l'internet français, et surtout aura bercé la jeunesse ou la vie de jeune adulte de beaucoup de monde, moi compris. Car cette série fait un peu partie de mes premiers pas avec internet. Dans un monde où aujourd'hui, tout le monde est exposé à cette culture, je pense que ça va faire du bien de revenir sur ce qu'était internet il y a presque 15 ans maintenant. Et dans cette plus ou moins longue vidéo, on va revenir sur l'intégralité de cette web-série, mais aussi du film sorti l'année dernière. Et parler également un petit peu de tout ce qu'il y a autour, romans, BD, manga. Rétrospective assez longue, cependant ne vous inquiétez pas, on va attaquer les choses dans l'ordre, histoire de rendre tout ça plus facile à suivre. Pour ce qui est des sources, la majorité est tirée du livre rétrospectif de la série par François Descraques, ainsi que les making-of qui peuvent se retrouver sur la chaîne Le Visiteur du Futur et tout ce qu'il y a autour, en plus du commentaire audio et du making-of du film. Mais avant de parler du Visiteur du Futur, un peu de contexte sur ce qui s'est passé avant la création de la web-série, et pour ça on va remonter à très loin, 2007 à peu près. Pour revenir sur la saison 1, on doit d'abord parler des personnes qui ont créé Le Visiteur du Futur. François Descraques, né le 10 février 1985, va écrire et réaliser les 4 saisons ainsi que le film, et est un passionné d'images et créateur de vidéos depuis un très jeune âge. Accompagné de son ami Florent Dorin, connu pour incarner Le Visiteur du Futur, et Raphaël Descraques, son frère qui lui jouera le personnage de Raph dans la série, c'est en 2003 que François va rentrer dans son BTS audiovisuel en option images, où il rencontrera 2 personnes importantes par la suite, Slimane Baptiste Berhoun et Anaïs Vachez. Après 2 ans de BTS, le monsieur va alterner quelques emplois, projets et courts-métrages, qu'il va notamment commencer à poster sur Dailymotion. C'est en 2008 qu'un événement majeur va se passer, le krach boursier, mais surtout la naissance du site et blog French Nerd. Site sur lequel, avec Dailymotion, il va concevoir beaucoup de petits projets personnels, plus ou moins professionnels. Mais surtout parmi les nombreuses idées de François, une se remarquera, celle de faire une petite série de science-fiction entièrement filmée dans une pièce qui se reposerait seulement sur les dialogues dans une sorte de cockpit. Peu après, cette idée sera modifiée, toujours pour une série de SF, mais avec un mec qui revient du futur pour empêcher des catastrophes. Simple puisque pas besoin de montrer le futur, et se repose énormément sur les dialogues. Quelques jours plus tard, François écrit les 3 premiers épisodes, et voilà comment Le Visiteur du Futur voit le jour. Les 3 épisodes sortent, et ont un succès modeste à notre échelle, mais assez impressionnant pour une époque où, internet n'est rien en comparaison d'aujourd'hui. La vidéo se retrouve même dans la page des recommandations stars de Dailymotion, et avec le petit message de prévention des catastrophes, certains voient même la série comme pro-écologisme, ce qui n'était pas forcément une intention de départ. Suite à ce petit succès, l'équipe va repartir tourner 3 épisodes, qui se déroulent cette fois-ci dans un autre environnement, et c'est également à cette période que la série va commencer à instaurer une petite continuité et intrigue scénaristique pour éviter de simplement enchaîner les sketchs. Et c'est avec ce rythme que la série va continuer sa production, avec toutes les semaines un épisode. Car oui, contrairement à un court-métrage ou de vrais projets très pro, Le Visiteur du Futur est une série qui se tourne sur le vif, très vite, et se monte dans la foulée. Une sortie chaque semaine, c'est un très gros rythme, ce qui explique aussi le peu de soin à la technique, ou en tout cas le manque d'effectifs sur le tournage au début pour ne pas perdre trop de temps. Surtout qu'à ce moment-là, on reste encore sur un petit projet amateur qui n'a aucun moyen de financer les personnes qui y participent. Bref, ce sera avec les moyens du bord et au fur et à mesure des retours et commentaires que la série va s'écrire, se réaliser et sortir chaque semaine jusqu'à la fin de la première saison, au milieu de l'année 2010. Et justement cette première saison, ça vaut quoi aujourd'hui et qu'est-ce que j'en pense? Avant tout ça, petit résumé. Alors même si je vais résumer tout ça avant, je vous invite quand même à regarder la série, ce sera bien plus clair pour vous, surtout que c'est une comédie à la base et que je ne vais pas vous résumer chaque blague. La série débute avec Raph et ses 2 potes, ils sont pas très importants, quand soudain le Visiteur du Futur débarque et pendant les 3 premiers épisodes va faire chier Raph pour changer le cours du temps et prévenir des catastrophes naturelles qui se déroulent dans le futur. Dans l'épisode 4, on a la première apparition de la brigade temporelle avec Mathéo, l'agent bourrin alcoolique et incompétent avec un accent toulousain. Puis un peu plus tard, Judith, sa supérieure, fourbe, maligne et compétente. Les vilains de la saison, alias la brigade temporelle, qui veulent éviter les changements dans le continuum espace-temps. Habituez-vous à cette phrase parce que ça va très souvent revenir dans la série.
Donc après 10 épisodes à sketch ou presque, la brigade découvre le plan du visiteur qui veut détruire la brigade. C'est assez logique. Épisode 14, on découvre le professeur Henry Castafolt, scientifique de génie, qui est en fait un robot qu'il a lui-même créé à son image, mais qui n'a pas conscience de l'être. Après encore une fois plusieurs épisodes, on apprend plot twist qu'en fait c'est Raph qui va créer la police du temps, donc il faut le buter. Sauf que, double plot twist, en fait c'est également sa mort qui va créer la police du temps, puisque depuis le début les vrais méchants sont ces deux potes qui finalement ont une importance. Et oui, même dans mon script il y a des plot twists. Alors pour faire simple, les potes de Raph après sa mort par le double du visiteur dont j'ai oublié de parler vont créer la brigade du temps pour l'arrêter. Sauf qu'en l'arrêtant, ils empêchent la mort de Raph et donc ne créent pas la police du temps, qui du coup... Bon, t'as compris, c'est un paradoxe temporel. Bref, en gros, les méchants veulent tuer Raph et les gentils veulent sauver Raph. Au passage, Mathéo change de camp. On arrive au climax, Raph ne meurt pas parce qu'il est trop fort au lancer de canettes. Puis, en changeant le cours du temps, tous les événements qui sont passés et la brigade disparaît. On revient à l'épisode 1, sauf que Raph et le visiteur se souviennent de tout parce que le voyage dans le temps c'est rigolo, mais c'est chiant quand même. Tu n'as peut-être rien compris, ce qui est une bonne excuse pour aller voir la série, en plus de justifier mon incompétence dans les résumés rapides. Et en même temps, on va y revenir, mais la série est surtout un gros enchaînement de sketchs courts. Donc rentrer dans les détails, ça reviendrait à t'expliquer une vanne, ce qui est unanimement reconnu comme une grosse idée de merde. Mais pour autant, ça va pas m'empêcher de vous parler un petit peu de cette série plus en profondeur. Cette saison 1, elle a beaucoup vieilli. Bon, c'est 2009, soit il y a 14 ans, la même période que les premiers JDG pour comparaison, et que ce soit dans la qualité de l'image ou le son, plein de choses qui aujourd'hui font très Dailymotion en 2009 quoi. En dehors du matériel, la série va être tournée petit à petit sur des périodes très courtes. Pas de réflexion à l'avance sur les plans, pas de storyboard, presque aucune préparation en dehors du scénario et de quelques plans clés. Quelque chose que François Descraques dira lui-même, l'objectif était de pouvoir tourner ça rapidement et de pas se prendre la tête. Habitué aux longs projets qui s'éternisent et prennent du temps à sortir, dans un premier temps, le visiteur du futur lui permettait de simplement prendre sa caméra, prévenir les potes et partir tourner. Le scénario aussi va subir ce manque de préparation, pas de ligne directrice. À la base, il n'était même pas prévu de faire plus de 3 épisodes. Si dans un premier temps un message sur l'écologie peut être vu, il est plus là à cause du concept de la série que par envie de sérieusement aborder cette thématique, ce qui explique en partie pourquoi mon résumé skip beaucoup de passages. La moitié voire les 2/3 des épisodes se concentrent sur une situation qui à la fin doit amener à une chute humoristique, avec tout le long un enchaînement de blagues et dialogues qui s'amusent avec dans un premier temps le concept de voyage dans le temps, puis des personnages qui commencent à développer des traits marqués. C'est une formule à sketch, très présente dans cette première saison, et qui disparaîtra petit à petit au fil de l'avancée des saisons. Après, il y a 2 choses qui rendent cette saison culte et toujours intéressante encore aujourd'hui. Premièrement, la mise en scène, ou plutôt le cadrage. Toute la saison 1 ou presque va se faire caméra à l'épaule, façon de parler, ce qui va donner à la fois des plans moins stables et travaillés, bon ça c'est aussi à cause du rythme de tournage, mais aussi la saison qui a un style de transition et de cadre les plus originaux. La caméra se place à plein d'endroits différents, mais le gimmick que je préfère avec ces mouvements, c'est celle des monologues du visiteur qui colle parfaitement au jeu tout en excentricité de Florent Dorin, et l'énergie qu'il donne au personnage. Ce qui est justement la deuxième grosse qualité que je voulais aborder, Florent Dorin, enfin, les acteurs en général, mais dans cette première saison, lui, Slimane et Justine Potier se démarquent pas mal. Pour ce qui est du visiteur, tout se joue dans la gestuelle à mon avis. Venant des cours Florent et habitués de théâtre, tout comme Slimane et Justine Potier, c'est très certainement cette expérience qui leur donne beaucoup plus de crédibilité dans leur rôle. Dans un premier temps, le personnage du visiteur fera penser à Emmett Brown, de par son aspect un peu hystérique, le voyage dans le temps, mais au fil de la saison on lui trouvera des traits différents, comme son côté fourbe et rancunier, mais aussi qu'au fond il veut bien faire les choses, et il est juste incompétent. Pour ce qui est de Henry Castafolt, Slimane joue très bien son rôle de scientifique raisonnable sûr de lui, ainsi que le bug informatique à chaque découverte de sa véritable identité. Justine, elle, incarne parfaitement le rôle de la femme intelligente manipulatrice, et en fait le seul personnage complètement sérieux de la saison. Et pour Raphaël alias Raph, bien que moins expérimenté que le reste du cast, nous offrira une superbe performance de loser. Ce qui est un compliment, je crois. Et Mathieu Poggi, en dehors de son jeu d'acteur, où il se débrouille malgré tout très bien, a pour lui le casting le plus convaincant de la saison 1. Car franchement, qui de mieux pour jouer un gros bourrin alcoolique d'une brigade? Ouais, là encore, je suis pas sûr que ce soit un compliment. Le reste des acteurs sont moins présents et font pas partie du cast principal, donc difficile de juger leur jeu d'acteur, mais l'essentiel est là, et c'est pour ça que je voulais pas parler mal de cette première saison.
puisque finalement l'essentiel est là. C'est ce qui convient le mieux pour en parler 14 ans après les débuts. Un ton très décalé qui va même changer par la suite, un casting et des comédiens à fond dans leur rôle, un budget assez limité et une impression de voir une bande de potes s'amuser avec une caméra, ce qui est en réalité complètement le cas. La suite devient encore plus intéressante une fois cette première saison mise en perspective, et montrant l'évolution de toute l'équipe sans pour autant perdre cette âme de bande de potes, mais qui donnent tout ce qu'ils ont dans un projet. Maintenant que tout ça c'est dit, on va pouvoir avancer un petit peu et parler de la saison 2. Dès la fin de la saison 1, François avait prévu une suite à la série, et elle arrivera très vite, mais surtout commencera sa production très vite. Cette saison va être compliquée, surtout au début, tout simplement parce qu'elle voit plus grand. Déjà du matériel bien plus avancé, avec des appareils qui filment en HD, oui aujourd'hui ça semble basique mais pas en 2010, donc forcément des besoins plus grands, mais en dehors de ça le problème réside dans la nature du projet. Les 3 premiers épisodes vont se vouloir comme une démonstration de ce que l'équipe peut faire pour par la suite obtenir un diffuseur et du financement. Ah là là, ces artistes, à vouloir gagner de l'argent et payer leurs factures. Ils sont chiants, hein. Bref, pour un résultat plus qualitatif, on va demander plus d'aide, ce qui inclut aussi plus de gestion à faire. Donc pour faire simple, on se retrouve dans un projet semi-pro, avec une gestion d'équipe importante, mais sans les avantages d'avoir une boîte de financement et toute l'aide qui va avec. Autant dire que ces 3 premiers épisodes ne vont pas être les plus simples ou drôles à tourner. Et c'est le cas, mais cette difficulté de gérer une grosse équipe sans pour autant être payé sur un projet à la base amateur, elle va payer, puisque Ankama va diffuser et produire la série par la suite. Non, je déconne. Enfin, pas vraiment, mais un peu quand même. Pour faire simple, cette saison 2 n'aura aucun appui de qui que ce soit, ou presque. Ankama n'arrivera dans le projet que pour la saison 3, ce qui veut dire que François et toute l'équipe qui se sont fait chier à faire 3 épisodes avec du budget n'auront pour l'instant aucun retour sur investissement. Oui, parfois la vie est une sale race. Après ce petit échec, pas dans la qualité des épisodes, mais surtout dans le retour sur la difficulté du tournage, l'équipe va décider de viser une qualité d'image similaire, mais de considérablement réduire le nombre de personnes derrière la caméra, pour assurer un rythme et une bonne ambiance sur les tournages. Les épisodes restants jusqu'à la fin vont donc être tournés bien plus rapidement, mais tout en gardant une qualité globale un peu au-dessus de la saison 1. Il en va de même pour l'écriture, François ne saura pas encore tout à fait où il va, mais va rajouter plus d'enjeux et développer ses personnages. De manière générale, l'objectif de cette saison va être d'avoir une qualité de production semi-pro, mais avec des moyens toujours très limités, en dehors de l'aide de certaines personnes sur le projet comme No Life qui prêtera ses locaux. Mais aussi les nouveaux acteurs, comme Eleonore Costes, Stanislas Gracian, Ludovic Day, Bertrand Schlatt, ou encore le génial Pascal Henault, dans le rôle du tout aussi génial Raoul Lombardi. Et également Leslie Prager, à qui on devra le Castabot. Et pas mal d'idées de cette saison 2 pour la partie VFX. Tout ça en résulte probablement l'une des saisons les plus compliquées à tourner, mais aussi l'une des préférées des gens, et personnellement ma préférée. Mais comme pour la saison 1, petit résumé avant tout, histoire de comprendre quels sont les enjeux de cette seconde saison. On retrouve Raph et le visiteur qui doivent absolument continuer de sauver l'humanité. Et pour ça ils vont demander de l'aide à Matteo et Judith, pas les mêmes que dans la saison 1, enfin si mais pas vraiment parce que Time Paradox, et pendant quelques épisodes on les voit changer le futur, jusqu'à la découverte du méchant final de la saison, pathétique, un peu con et moche, oui c'est gratuit, Dario Lombardi. Un homme dont les parents se sont rencontrés dans des révoltes nécrophiles, et qui vont vouloir arrêter le visiteur pour ne pas risquer de se faire effacer de la réalité. Des motivations somme toute plutôt légitimes. Mais donc, s'ils annulent les actions du visiteur, ils annulent aussi leur action qui... Ouais bon ok j'arrête de réfléchir. Stella et Raph se mettent en couple, le visiteur balance la meilleure réplique de la saison, Dario capture Henry pour pouvoir concevoir une machine à voyager dans le temps, il refuse mais finit par se faire berner par Sarah Lombardi, le personnage le plus détestable de la série après Raph et Stella dans la saison 2 et 3. Bref, le plan final de la famille Lombardi va être de tuer le docteur Castafolt originel pour stopper les plans du visiteur. Sauf qu'ils vont se tromper de cible car, plot twist, en fait le docteur Henry Castafolt n'est pas le docteur Henry Castafolt, mais simplement une reproduction de Riton, alias Henri Bouchard, le modèle du véritable docteur Germain Castafolt. Sauf que le premier robot Castafolt va en créer d'autres à son image à cause de son ego surdimensionné, qui chacun pense être le vrai docteur Henry Castafolt, qui en fait n'existe pas. Après je vous ai prévenu qu'il valait mieux regarder la série. Mais pour la faire plus simple, le plan des Lombardi va échouer, donc ils vont capturer Stella pour pouvoir récupérer la machine. Ah oui, et Judith change de camp. Confrontation finale, Judith rechange de camp.
OST rapide, scène de baston bien chorégraphiée qui se terminera par un minigun, et discours final face à Raoul et Dario Lombardi, qui révèle vouloir créer une brigade d'intervention avec pour but d'arrêter les changements temporels, alias la brigade temporelle. Ce à quoi le visiteur rappelle un plot twist, c'est que s'il existe encore, c'est car en début de saison, ils ont annulé des puits d'acide qui ont permis aux parents des Lombardi de se rencontrer. Raoul Lombardi décide donc d'abandonner ses projets après une belle tirade du visiteur, mais pas Dario qui est con. Le visiteur et Henri surtout l'arrêtent, puis renvoient les Lombardi à leur époque, et la saison se finit sur une très belle morale. C'est tellement plus stylé d'être un robot. Ah oui, et Raph et Stella se remettent ensemble parce que Raph est un connard. Si pour ce qui est du tournage ce ne fut pas évident, le résultat est sans appel, cette saison 2 est excellente. Ma préférée est celle de beaucoup de fans également. C'est explicable avec pas mal de points, sur lesquels on va revenir, mais l'idée principale dans cette saison 2 au niveau des ambitions qu'elle se pose, c'est de faire mieux que la saison 1, tout en ne s'éloignant pas du charme de cette dernière. Les premiers épisodes devaient carrément être une démonstration pour des studios de production, et ça c'est pas rien. Je vois d'ailleurs très peu de points où on peut considérer la saison 1 comme meilleure. La technique a fait un grand pas en avant, et malgré la réduction de l'équipe à partir de l'épisode 4, on restera sur quelque chose de bien plus regardable et agréable que la saison 1, qui a aujourd'hui pris un bon coup de vieux. Juste un peu dommage que les plans soient plus fixes et bougent un peu moins. Les anciens comédiens ont tous gagné en expérience, les nouveaux sont excellents. Cette saison va simplement pousser plus loin les bases de la saison 1, avec plus d'expérience du côté de l'équipe, et quelque chose qui illustre parfaitement ça, c'est la narration et les personnages. Ils prennent absolument tous du relief, ont un développement, une caractérisation plus poussée, et des interactions entre eux qui définissent clairement leurs relations. On pourrait penser que la saison a été écrite d'une traite avant le début du tournage, mais non. Alors il y avait plus d'importance attribuée au script et une direction plus claire pour chaque personnage, mais les épisodes, si ce n'est les 3 premiers, vont être écrits au fur et à mesure de l'avancement de la série, avec pas mal d'improvisation par moment. Par contre, ce qui va vraiment démarquer cette saison, et qui en fait ma préférée, vient pourtant de l'écriture et du ton qui va être adopté. Je pourrais simplement résumer ça par une question de dosage et d'équilibre. La première saison est une vaste blague presque ininterrompue. Même les scènes d'émotion sont instantanément désamorcées par une vanne, alors qu'ici la série va prendre plus au sérieux ses personnages. Oui, c'est une comédie, mais une comédie ne veut pas dire pas d'enjeu. Et cette saison est celle qui va trouver le meilleur équilibre entre humour et sérieux. On garde une bonne dose de blagues méta, certains épisodes ne sont presque qu'une vanne à première vue, mais finissent par développer les personnages et leurs relations. Le meilleur exemple à tout ça, c'est l'épisode 9, où Judith, Matteo et le visiteur se retrouvent piégés après une attaque de zombies, et la machine à voyager dans le temps ne marchant pas risque de mourir enfermée. Tout l'épisode est une situation classique, où l'on enferme des personnages qui deviennent fous à force de rester confinés, sauf qu'au milieu de ce concept et des vannes, on a le droit à quelques dialogues entre les personnages qui les développent, eux ainsi que leurs relations. Notamment Matteo qui va se confier au visiteur sur sa relation avec Judith. Plus tard, le visiteur reconnaît les problèmes qu'il a à gérer une équipe et qui va être l'une des thématiques principales du personnage à explorer dans la saison 2, 3 et 4. En somme, on ressort de cet épisode avec pas mal d'informations très importantes. Et c'est comme ça tout le long de la saison. Quelque chose qui illustre très bien ça aussi, ce sont les antagonistes, les Lombardi, qui ont une vraie raison de vouloir empêcher le visiteur d'agir. Ne pas cesser d'exister. Alors oui, Sarah est détestable, c'est le but, Dario est une merde, Raoul, lui, est là pour amener plus de réflexion sur leur objectif, en plus d'être le meilleur personnage de la saison, mais leur trio ainsi que leurs objectifs les rendent vraiment crédibles. Les antagonistes sont souvent assez secondaires dans les autres saisons, ou alors une vaste blague, donc avoir des méchants qui sont crédibles et pas simplement des connards ou une vanne, ça fait du bien. Trouver un compromis entre humour et drame, une évolution technique et dans l'écriture, cette saison pousse plus loin que ce qu'avait fait la première et donnera une direction au personnage pour la saison 3, mais aussi au concept du visiteur. Parce que maintenant le visiteur ce n'est plus une succession de sketchs, qui était très drôle mais n'allait jamais plus loin. Sans pour autant vous dire de commencer par cette saison, je pense qu'elle est ce qui représente le mieux ce qu'est le visiteur du futur, et qui lui permettront d'aller plus loin sur beaucoup de points par la suite. Et justement d'ailleurs, la suite. La saison de l'argent, que ce soit dans la série ou pour la production. Mais d'abord la production. Début 2012, toute l'équipe va enfin trouver du financement auprès de Ankama, petit studio français connu pour des trucs comme Dofus et Wakfu.
un petit MMO et une petite série animée que vous connaissez peut-être. Pour la diffusion, c'est France TV qui venait à peine de lancer son pôle web qui hébergera la série, sachant que François Descraques a déjà travaillé avec eux sur les opérateurs. Au même moment, une plateforme va commencer à bien exploser, c'est YouTube, où aujourd'hui il est plus facile de retrouver les épisodes. Les 2 premières saisons étaient déjà présentes, mais cette 3e va arriver en même temps que l'enterrement de Dailymotion. Donc en plus d'une diffusion simultanée ou presque sur YouTube, Dailymotion et la plateforme France TV, cette saison va amener du budget. Donc une équipe plus conséquente pour travailler, mais avec l'appui d'Ankama pour gérer une telle production, contrairement au début assez catastrophique de la saison 2. Avec plus de moyens, pas mal de choses seront possibles. Du meilleur matériel, notamment des caméras, fini les appareils photo, et donc bonjour les ralentis, ainsi que des décors comme certains locaux de Ankama qui serviront à filmer certains plans, ou deviendront des lieux récurrents, en plus de précédents lieux de tournage des saisons précédentes. Les scènes d'action, elles, auront également une chorégraphie plus poussée avec des professionnels pour s'en occuper, et de même pour les VFX qu'Ankama prendra en charge. Dans l'ensemble, les tournages seront bien plus agréables, malgré que plus complexes puisque plus travaillés. La gestion d'Ankama aidera pas mal l'équipe à se concentrer sur le nécessaire, sans devoir gérer les galères que demande un financement inexistant. Un point qui va lui moins changer, c'est l'écriture. Alors, pas la narration en elle-même, on verra plus tard que la saison 3 arbore un ton assez différent des 2 premières, mais plus dans la méthode d'écriture. La saison va s'écrire au compte-gouttes, 2 épisodes à chaque fois, tout sera d'ailleurs scénarisé, monté et tourné en environ 6 mois, pour une sortie en novembre 2012. Le tout avec à peine plus d'anticipation pour quelques moments clés, ainsi qu'une direction motivée par la tournure que prenait le visiteur, que ce soit dans son récit ou sa production. Un commentaire métatextuel qui va commencer et se poursuivre avec la 4ème saison, on le verra bien plus tard. En bref, l'écriture dans la forme ne va pas énormément changer, et cette saison, dans la production en tout cas, se remarquera surtout car on a affaire à une web-série semi-pro qui pourra enfin se permettre de rémunérer ses comédiens et techniciens. Et justement, en parlant de rémunérer, c'est aussi là-dessus que se joue tout l'enjeu de cette 3ème saison. Narrativement parlant, bien sûr. On retrouve Raph, Stella, le visiteur, Mathéo et Judith dans leur mission de sauver le monde. Pour ça, ils vont aider un homme, Michel Milot, à rester au chômage. Le plan se passe plus ou moins comme prévu à un détail près, l'intervention des méchants, les missionnaires dirigés par Joseph, une ancienne connaissance du visiteur, et Constance, une victime collatérale de la saison 2. Pourquoi ils sont méchants ? Car ils sauvent le monde, mais en étant payés. Et comme le théorème d'internet le dit, dès que tu fais quelque chose contre de l'argent, tu es une ordure capitaliste. Donc les missionnaires ont le même but que le visiteur du futur, sauf que eux sont doués. En parallèle, l'équipe du visiteur ne va pas très bien en interne, Judith reste dans l'équipe mais se voit souvent rappeler par le visiteur qu'elle les a trahis, Mathéo aime Judith et inversement, puis Raph est... con. Ce qui amène de nouvelles trahisons car Mathéo rejoint les missionnaires, ainsi que Henri puisque c'est le même job mais payé. Sauf que plot twist, en réalité, Joseph est vraiment méchant, et crée les catastrophes avant de les annuler. Tout ça avec l'aide du personnage le plus détestable de la série, Sarah Lombardi. Constance change de camp en apprenant ça, mais est envoyée dans une prison nécrophile avec le visiteur. Et un nouveau castafolte belge. Prison dirigée par Dario Lombardi, parce que c'est le meilleur personnage pour diriger quelque chose. Au même moment, Judith et Raph mènent un plan pour faire tomber les missionnaires, de leur côté, et Judith se fait capturer et envoyer dans la prison nécrophile. Ils s'évadent, Judith a quelques flashbacks très émouvants, puis se sacrifie en étant tué par Dario qui devient le personnage le plus détestable de la saison. Mathéo change de camp et est plutôt vénère contre Dario, et le monde en règle générale. Petite intervention de Raoul Lombardi, ce qui le propulse au rang de meilleur personnage de la saison. J'ai oublié quelqu'un, non ? Ah oui, Raph. Il doit convaincre Stella de pas rester avec Tim et Léo pour sauver le monde. Oui, j'ai pas le temps de tout expliquer. Elle refuse, mais une fois qu'elle apprend que Raph vit heureux dans le futur avec une autre femme, elle devient jalouse et se remet avec lui. Ce qui la propulse au rang de pire personnage de la saison. Mais au moins le visiteur et Constance sont sauvés. Et c'est le moment de la confrontation finale, où Joseph explique ses motivations et pourquoi le visiteur a tort, ce à quoi, encore un plot twist, ce dernier parle de son monde dans un autre futur où les gens vivent en paix et l'humanité a pu mettre fin à toute forme de conflit, bref un monde sans Twitter quoi. Ça convainc Henri de détruire les robots de la mort de Joseph, qui se fait décapiter au passage. C'est l'épilogue, Constance prend la tête des missionnaires pour sauver le monde, Mathéo part se venger de Dario, le visiteur lui s'enfuit avec le casta belge, avec le monde qui le considère comme un héros. Stella et Raph, ils se remettent ensemble et vont continuer à être un couple toxique.
Bon, on a pas mal de choses à aborder, résumer cette saison est compliqué parce que j'ai pas le temps d'évoquer chaque vanne ou dialogue, donc encore une fois, regardez la série, c'est excellent. Maintenant, on peut parler de cette saison 3. Un point qu'on remarque très facilement dans cette saison, c'est la montée en tension et en enjeu de la série, qui va décider de bien plus se prendre au sérieux. C'est une intention visible assez tôt dans la production de la saison, et elle peut se représenter par 3 exemples très simples. Donc premièrement, le concept, ou plutôt la thématique de la saison qui vient simplement des missionnaires. Je n'ai pas trop parlé de l'une des craintes de François Descraques en faisant la série, c'est la question de l'argent. L'équipe étant enfin rémunérée, ça posait pas mal d'interrogations sur le pourquoi du comment le visiteur continuait, et jusqu'à quel point l'équipe était là pour les idées de François ou l'argent. Doutes qui vont se trouver avec les missionnaires et le personnage du visiteur, les deux ayant des objectifs similaires, mais l'un avec des moyens pour rémunérer ses collaborateurs et l'autre non. C'est très important d'avoir ça en tête pour parler du reste puisque le personnage du visiteur et toutes ses relations avec les autres se fondent sur ces doutes de François pendant la production de cette 3e saison. Donc justement, le visiteur. Et oui, l'écriture du visiteur a toujours été proche de son créateur, ses angoisses et ses doutes sur la série, mais on aura le temps d'y revenir plus tard. Tout ça va être parfaitement incarné par Joseph, opposé assez clair du visiteur, sérieux, compétent en tant que leader, manipulateur, mais aussi mauvais de nature. Là où le personnage du visiteur se trouve être mauvais dans ce qu'il entreprend. En tout cas, au moins dans cette saison, mais contrairement à Joseph, ses intentions à lui sont nobles, puisqu'il veut sincèrement réparer les catastrophes, là où Joseph veut dominer le monde, sous couvert d'une morale un peu foireuse. On est loin de Raoul qui avait pour but de stopper le visiteur pour sa survie, mais l'intérêt du personnage vient surtout de l'impact qu'il aura sur l'équipe du visiteur, et ce dernier. Et en parlant d'impact, il y en aura un qui va clairement montrer que la série ne rigole plus, je parle bien sûr de la mort de Judith. Judith a le droit à un traitement de luxe dans cette saison. Ou pas du coup. C'est un choix qui a été assez dur à prendre pour François car impliquait de ne plus jamais faire revenir l'actrice dans la série. Un peu triste sachant que c'est le moment où les acteurs étaient enfin rémunérés. Mais pour le bien du scénario et des enjeux, sa mort était importante, en plus d'amener la série à un nouveau niveau en termes de sérieux. La mort de Judith était un peu vue comme le moment où le visiteur se prend définitivement plus au sérieux. Ça n'empêche pas la série de rester comique, mais comédie ne veut pas dire sans enjeu. J'en ai déjà parlé plus tôt, c'est l'un des points que soulignera François sur le sujet. Surtout que Judith au cours des 2 dernières saisons va avoir le droit à un développement assez important, que ce soit dans la relation qu'elle entretient avec Matteo, ou encore sa relation avec le visiteur et l'équipe à base de trahison, de nombreux conflits, mais toujours en restant attaché à eux. Son épisode dans la série avec les flashbacks qui l'accompagnent sera d'ailleurs très émouvant, ce moment où elle comprend avoir déjà rencontré Matteo, mais peut aussi lui parler une dernière fois via son rêve avant de mourir des mains de Dario. Chance que Matteo n'aura pas lui malheureusement, et qui causera sa quête de vengeance pour la suite. Et en parlant de suite, le dernier exemple du changement radical de ton avec cette saison, c'est la conclusion assez amère. Concrètement, qui est heureux à la fin de la saison? Pas grand monde. Constance se voit refiler des responsabilités assez grandes sans avoir d'aide suite au départ du visiteur, ce dernier va être acclamé en héros mais ne se sentira pas digne de son statut, que ce soit de meneur ou de héros à cause de la mort de Judith. Judith est morte, pas obligé de le rappeler je crois. Matteo va entreprendre une croisade contre les Lombardies pour buter Dario qui, franchement, le mérite. Henri se retrouve éloigné de tous ses amis et va continuer à travailler pour les missionnaires afin de rendre le monde meilleur. Bon ok, c'est pas si mal. Et Raph et Stella vont continuer leur relation toxique à cause d'un manque de communication, une tendance possessive de Stella, et parce que Raph est un peu con aussi. Bref, une fin assez amère en comparaison de la saison 1 et 2, qui va avec l'ambiance générale de la série, mais aussi l'évolution de tout le casting et l'équipe dans ce monde qu'est Internet. D'ailleurs, si ce n'est pas ma préférée, c'est en grande partie parce que j'adore la saison 2 et son équilibre assez parfait, et cette saison va un peu venir remettre en cause tout ça en augmentant les enjeux, ce qui va se continuer par la suite dans la série et dans le film. Et aussi à cause des personnages de Raph et Stella, assez présents mais surtout insupportables, qui heureusement auront le droit à plus de développement pour la dernière saison. Et justement, la saison 4. De retour avec Ankama et d'encore plus gros moyens, toujours la même méthode de diffusion via France Télévisions, et avec plus de budget, le tournage de la série va se faire d'une traite sur un mois complet, tandis que l'écriture va elle aussi évoluer, puisque beaucoup d'éléments et la direction générale de la série sera pensée très à l'avance, sans pour autant empêcher des improvisations de dernière minute.
La web-série va donc être tournée à Ligugé, dans une ancienne usine abandonnée avec toute l'équipe qui logera dans des chambres étudiantes, près du spot de tournage, pendant l'été. 5 semaines de colo de vacances, comme témoigneront beaucoup de membres de l'équipe, avec une bonne ambiance, en grande partie due à la provenance des équipes. Peu de gens étaient habitués au tournage professionnel et avaient l'habitude de travailler dans des productions plus cheap. Cette saison est l'exemple parfait du compromis entre professionnels, tout en conservant une atmosphère de tournage amateur, complètement liée au cadre et au style de la série, déjà faite à la base pour le web, mais aussi de la science-fiction. Quand on observe les making-of et écoute les dires de l'équipe, c'est peut-être avec la saison 1 qui se fera dans un cadre bien différent, la saison avec le tournage le plus agréable pour l'équipe. Ce mélange de professionnalisme sans pour autant être trop rigide ou formel dans les démarches à suivre, malgré l'équipe technique plus grande que jamais, du jamais vu ou presque pour une web-série en France. Il y avait absolument tout dans l'équipe, chargé de production, coordinateur cascade, des chefs opérateurs pour épauler François, qui s'occupera malgré tout beaucoup du cadre. Néo Versailles, c'est la saison de tous les excès, qui permettra de mettre un pied encore plus important dans le milieu professionnel alors qu'on reste sur internet en 2014. Pour autant, cette saison était prévue pour être le grand final, en tout cas sous cette forme. Des spin-offs en roman seront prévus, et l'idée du film va germer, mais c'était la dernière saison. Chose encore plus émouvante quand la fin du tournage se déroulera, là où tout avait commencé 5 ans plus tôt. Et est-ce que j'ai dit que le tournage était drôle dans la bonne humeur tout en restant professionnel et plutôt bien géré ? Eh ben laissez-moi un petit peu vous parler de la post-production. Elle durera aux alentours de 6 mois, et sera un tout petit peu plus chaotique, puisque Ankama Production a disparu pendant ces dernières. Oui, faut imaginer que c'est pas forcément évident de terminer une post-production quand la boîte chargée de ta production doit licencier tout le monde petit à petit. Et malgré ces quelques problèmes, la post-production s'achèvera avant de lancer la série courant 2014. Mais pour les non-connaisseurs, du coup, qu'est-ce que vaut cette saison et surtout, qu'est-ce qu'elle raconte ? On retrouve cette fois-ci Raph, chez un psy, qui, en même temps de résumer les 3 saisons, va décrire ce qu'il ressent vis-à-vis de la dissolution de l'équipe. Il va donc voir Henry, avec pour but de retrouver le visiteur, dans le futur. Henry va donc aider Stella et Raph à voyager dans le temps vers le futur grâce à un portail, qui dysfonctionnera. De retour dans le futur... Oui bah ça va, ça fait une demi-heure et j'ai pas fait la blague. Raph et Stella tombent sur le visiteur et le casta belge, qui décident de les renvoyer dans le présent, sauf qu'ils n'ont pas de machine fonctionnelle, et doivent donc se rendre à Néo Versailles pour obtenir un composant précis, un processeur Ultron 512, dont le seul modèle est comme par hasard au cou de la reine de Néo Versailles. Ce qui tombe bien car le visiteur est recherché par la reine à cause de l'histoire sur l'autre monde dont il a parlé dans la saison 3. L'équipe se fait donc poursuivre et capturer, puis tente une évasion qui échoue à cause d'un robot Sentai du futur. Très stylé au passage. Raph, pour sauver l'équipe, décide donc de tenter un coup de bluff et dit que le visiteur doit sauver Néo Versailles d'un T-Rex et donc ils ne peuvent pas le tuer. Dans le doute, la reine accepte de laisser le visiteur en vie, mais l'oblige à sauver la ville du T-Rex devant tout le monde. Le lendemain, le plan est mis en marche pour créer un hologramme de T-Rex et faire mine de le détruire en remontant dans le temps. Sauf que ça ne suffit pas à berner Octave, le conseiller de la reine, qui va tout lui balancer. Sauf que le peuple est heureux, elle décide donc de laisser le visiteur continuer ce genre de show une fois par jour pour amuser le monde et se rapprocher de ses sujets. Pendant que l'équipe aura pour but de récupérer le collier de la reine avec le processeur afin de s'enfuir. 3 problèmes vont cependant venir casser les plans. Matteo, Daria, Raoul et Sarah Lombardi sont en prison, donc il faut les libérer sans que Matteo ne tue Dario. Octave complote avec le chef de garde pour devenir roi en tuant le visiteur qui le concurrence, et le visiteur aimerait rester par peur de reprendre l'émission et devoir avouer la mort de Judith à Raph, et perdre quelqu'un de nouveau. Ah si, et les nouveaux missionnaires dont Henry veulent récupérer Raph et Stella pour éviter des anomalies temporelles. Vers la fin de la saison, tout s'accélère et Néo Versailles se rend compte de la supercherie. Les missionnaires débarquent pour essayer d'embarquer le visiteur Raph et Stella, Matteo et les Lombardi se libèrent et se lancent dans un jeu du chat et de la souris, le peuple cherche à tuer la reine, les Lombardi aussi, sauf Dario qui ne peut pas car regret. Waouh, tu remontes dans mon estime. Sarah, elle, va mourir des mains d'Octave, j'imagine, et Octave devient donc le meilleur personnage de la série.
Grand final, Matteo retrouve Dario mais abandonne sa vengeance, Octave se fait tuer après que son complot ait été découvert de la meilleure façon possible, Raph et Stella se séparent car Stella reste à Néo-Versailles pour devenir reine, tandis que le visiteur Raph et Henri décident de reprendre l'émission après que les missionnaires dirigés par Constance décident de devenir la nouvelle brigade temporelle. La boucle est bouclée, démarche de beau gosse, the end. Ce résumé va à l'essentiel, je n'ai pas pu aborder tous les personnages ou toutes les relations, mais ne vous en faites pas, on va revenir dessus juste après. Deux choses pour commencer. Premièrement, je ne suis pas un fan de séries. Oui, j'aurais pu en parler plus tôt, mais j'ai toujours préféré les films. Souvent plus condensés, prennent moins de temps à regarder, et souffrent par moments moins du syndrome de la saison de trop, ou de l'annulation en cours de route. Mais je reconnais une grosse qualité aux séries, c'est qu'elles permettent de développer les personnages sur une plus longue durée, en multipliant les événements et relations entre eux. Et si j'en parle, c'est parce que c'est la grosse qualité de cette saison, encore plus que les précédentes, je trouve. Deuxièmement, cette saison 4 était pendant longtemps celle que j'appréciais le moins, et c'est après un énième revisionnage ainsi que les commentaires de François Descraques sur la production et les thématiques abordées par cette dernière qui m'ont pas mal fait changer d'avis. Et ça tombe bien puisque c'est justement les deux points sur lesquels on va revenir. Les personnages d'abord, quoi de mieux que de revenir sur chacun d'entre eux en détail, enfin en fonction du degré d'importance, parce que cette vidéo est déjà trop courte je trouve. On va malgré tout se concentrer sur le cast principal et quelques personnages secondaires car il commence à y avoir pas mal de monde. Le cast-à-faute de la saison, il va surtout nous rappeler que notre Henri nous manque, mais possède malgré tout une relation avec la reine assez touchante, même si on va pas se mentir, il est surtout là pour le scénario et des vannes. Pas au premier plan de la saison, mais on se rappelle évidemment de leur magnifique performance lors de la seconde en tant qu'antagoniste, ainsi que Dario et son évolution au cours des 2 dernières saisons, où il va premièrement tuer Judith et devenir un énorme connard aux yeux de tout le monde, puis avoir droit à une mini-rédemption dans cette saison en refusant de tuer la reine, ce qui permettra au passage encore plus de développement autour de Matteo. Assi et Sarah meurent, et c'est cool. Gros bravo au passage à Eleonore Costes, qui joue à la perfection son personnage pour qu'on la déteste, et ça c'est mine de rien très fort. L'antagoniste sur lequel il n'y a pas grand chose à dire, c'est littéralement Jafar, mais en plus incompétent, et en plus drôle. Sa mort est incroyable et me rappelle à quel point l'humour de la série fonctionne sur moi, même si j'en parle pas souvent. Pas très intelligente et un peu insouciante de son peuple au début, elle est le personnage neutre qui finira par rejoindre le camp du visiteur et évoluer en apprenant à apprécier son peuple, même si elle a pas beaucoup de moments pour briller comme tous les personnages précédents, en grande partie à cause du cast principal, qui prend beaucoup de place et est le centre de la série. Notre armoire à glace préférée qui revient avec pour but de se venger, et pendant la moitié de la saison reste en prison. C'est à force d'entendre les encouragements du visiteur pour lui demander d'abandonner sa vengeance qu'il épargnera Dario dans une séquence plutôt émouvante. Il finira par rejoindre la brigade, et je trouve ça très beau, même si on peut y voir un retour à zéro par rapport à la saison 1, Matteo n'est plus le bouffon un peu bête du début. La seule réplique à la fin du visiteur l'illustre. Tout semble se répéter. Alors pour une fois, fais-toi respecter. Ça marche. C'est ce respect mutuel avec le visiteur et son amitié avec Raph qui rendent ce final encore plus touchant. Le personnage a vécu des choses qui l'ont endurci, que ce soit sa relation et la mort de Judith, mais aussi son choix d'épargner Dario. Matteo est l'un, si ce n'est le personnage qui a le plus souffert le long de la série, et est pourtant toujours resté droit dans ses bottes. Pas mal pour un personnage qui à la base était un simple flic du futur avec un accent toulousain. On va parler des deux en même temps pour une raison simple, ils ont reçu la meilleure écriture possible avec cette saison, surtout en comparaison des deux dernières, et que beaucoup d'enjeux autour des personnages sont liés à leur relation. Dans la saison 1, Raph est victime de ce qui lui arrive en plus de beaucoup subir le scénario, et Stella est inexistante ou presque. La saison 2 va nous faire comprendre que Raph est un incompétent égoïste qui veut sortir avec Stella parce que... je sais pas, et va lui mentir pour rester avec elle à la fin. Alors que cette dernière est relativement banale et vient souvent casser l'ambiance de la série de par son statut de personnage du présent pragmatique. Puis la 3ème saison va nous rappeler que Raph est un incompétent toujours égoïste, tandis que Stella va devenir un personnage chiant qui en plus tape une crise de jalousie à la fin et ment à Raph pour rester avec lui. Dans le jargon, j'appelle ça une relation toxique sa mère, mais avec cette 3ème saison, les deux personnages vont avoir droit à du gros développement. Raph, de par sa relation avec le visiteur, va chercher à connaître la vérité et se montrer compréhensif et raisonné même en apprenant la mort de Judith, le tout dans une scène au milieu de la saison où il parle avec le visiteur et qui est peut-être la plus touchante de la série.
Mais en plus de tout ça, il va également arrêter de subir le scénario et quitter Stella d'un commun accord à la fin en se rendant compte qu'ils ne seront pas heureux ensemble. Stella quant à elle va évoluer grâce à sa relation avec la reine, sur laquelle elle a un gros crush, mais aussi par son statut d'annonceuse du visiteur pendant les spectacles qu'il a mis en avant face à un public et donnera une sorte de sens à sa vie dans ce futur délabré. À la fin, elle finit par accepter de rester avec la reine et devenir la seconde reine de Néo-Versailles pour le peuple. Deux personnages souvent critiqués même par François Descraques, qui reconnaîtra que ces derniers souffraient de leur dépendance mutuelle ainsi que la comparaison avec d'autres personnages plus loufoques. Pourtant, c'est ironiquement ces problèmes qui vont accentuer cette ascension fulgurante avec la saison 4 et leur donner une conclusion absolument parfaite. Puis pour finir, on doit bien évidemment parler du... Pour lui, je dois parler de l'autre point fort de cette saison auquel il est fortement lié, la mise en abîme de la série. J'en ai déjà parlé avec ce personnage dans les saisons précédentes, le visiteur est presque toujours un reflet de François Descraques, ses doutes du moment, les problèmes que rencontre la série et l'équipe. Dans cette saison, via le visiteur qui se met en scène, la symbolique est encore plus présente. Ces spectacles qu'il accomplit, c'est toutes les missions qu'il a déjà fait, mais sans les conséquences. Sans la mort de Judith, événement qui pèse beaucoup sur le personnage dans cette saison. C'est pour ça qu'il veut tout arrêter et que c'est à Raph de le ramener à la réalité. La série va aussi, avec son personnage, en profiter pour se critiquer, ou en tout cas exposer ses inquiétudes sur le fait de se répéter. Finir par décevoir les fans et perdre tout intérêt, ce qui explique beaucoup pourquoi c'est la dernière saison. Les doutes du personnage tout au long de la série vont se régler dans ce final. En plus de devoir accepter son rôle de leader et héros, le personnage va aussi devoir assumer les conséquences de ses actes et de son nom. Parce que Renard, c'est quand même bien de la merde. Petite mention également à sa relation avec Henri qui est très touchante au cours des 3 saisons, puisqu'elle évolue énormément, mais qui malheureusement dans cette 4ème saison, si ce n'est à la fin, a peu d'évolution, parce que Henri est très peu présent. Enfin, c'est très drôle car c'est en lisant le livre rétrospectif où l'équipe parle très bien des problèmes rencontrés pendant l'écriture, mais aussi en revoyant cette saison 2 fois, que j'ai fini par bien plus l'apprécier. Au point que je me suis posé la question de si ce n'était pas ma préférée. Et j'aurais encore du mal à répondre à cette question. Mais ce qui est sûr, c'est que des 4, c'est sans doute la mieux écrite, et qui se permet de parfaitement conclure la série avec une fin laissant à la fois tout un tas de possibilités de s'imaginer la suite, sans pour autant laisser un sentiment de vide car les personnages ont tous eu leur moment de gloire, rédemption, et une conclusion satisfaisante. Ce qui va permettre de développer l'univers et de nouvelles choses avec les prochaines histoires autour du visiteur, et justement... Bon, cette partie va être plus concise, en tout cas je l'espère, parce que putain je suis à 15 pages de script, j'en vois pas le bout et que j'ai pas lu tous les spin-offs. Oui, j'ai pas fait tous mes devoirs, désolé. J'ai déjà vu la série 2 fois, vu le film 3 fois, et j'aimerais sortir cette vidéo avant 2024. Bref, j'ai dit concis, donc... Le Visiteur du Futur, l'élu des dieux, une BD dessinée par Gauche, écrite par François Descraques, et ne comptera qu'un seul tome de 49 pages. L'histoire se déroule entre la saison 1 et 2, et nous montre le visiteur qui cherche à recruter des personnes pour de futures missions. Suite à un refus de la part de Raph, il décide d'aller chercher Alexandre le Grand, juste avant sa mort, et qui va le prendre pour un envoyé des dieux. D'où le nom justement. La bande dessinée se lit assez rapidement, le style de dessin colle plutôt bien à la série je trouve, même si narrativement rien de transcendant, et c'est assez dispensable. Ce qui explique peut-être la non-présence de suite. C'est vraiment juste une histoire annexe qui sera pas prise en compte pour les saisons futures, et est le spin-off le plus oublié, en plus d'être le plus vieux. Parlons beaucoup plus récent maintenant. Pour parler du manga, je vais devoir parler de City Hall, manga français ou manfra, pour ceux qui aiment cette appellation. Dessiné par Guillaume Lapère, scénarisé par Rémi Guérin et durera 7 tomes de 2012 à 2015, on suit Jules Verne et Arthur Conan Doyle dans un 20e siècle alternatif aux allures steampunk, où ils devront démasquer un mystérieux tueur. Le manga aura le droit à un crossover avec le visiteur pour les bonus DVD de la saison 3, et c'est cette collaboration qui amènera au manga sur la brigade temporelle par la suite. Mais cette idée de spin-off sur la brigade était en fait prévue depuis un moment par François Descraques, qui pensait même en faire une saison complète avant d'abandonner le projet, en tout cas dans le format web-série. Tout ça pour finalement adapter l'idée en manga, encore une fois dessiné par Guillaume Lapère, qui avait, fut un temps, filé un coup de main sur la saison 4 avec les dessins de Raymond.
Le manga, donc édité par Ankama comme City Hall, comptera 3 tomes qui se déroulent tous avec un nouveau personnage, Louise, qui va être amenée à travailler avec la brigade, le tout après la saison 4 du Visiteur, dans le but d'arrêter un criminel temporel du nom de Métronome. Et je vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus car je ne l'ai pas lu. Oui, insultez-moi, je sais, cette vidéo me prend déjà pas mal de temps, surtout qu'en me renseignant, le manga me donne pas mal envie. Ce dernier assumant beaucoup son délire de spin-off en racontant une histoire qui n'a presque rien à voir avec le Visiteur, racontant un peu plus de choses sur la brigade temporelle et pouvant un peu plus se concentrer également sur les personnages de Matteo et Constance. Passons enfin au dernier spin-off, le roman, que j'ai lu par contre. Paru en 2015, le plus gros spin-off à mon sens et intéressant, le roman La Meute est une idée qui a germé à la fin de la saison 4 et va venir raconter le passé du Visiteur, ainsi qu'énormément enrichir l'univers dont pas mal de choses se retrouveront dans le film. Écrit par Slimane Baptiste Berroun pour servir de saison 5, le livre va à la base être distribué en 5 parties par voie numérique avant d'arriver au format papier. C'est le premier roman de Slimane, bien que par la suite ce dernier lui donnera envie de continuer sa carrière d'écrivain. Je vous le dis tout de suite, ce roman n'est pas un simple bonus sympa, comme la BD ou le crossover avec City Hall, mais au même titre que le manga, une histoire propre avec ses enjeux, du développement de personnages très intéressants, notamment avec le background du Visiteur. Je vais pas trop en parler parce que j'ai pas beaucoup de moyens d'illustrer et qu'on est déjà à 16 pages de script, mais je vous invite à le lire si vous ne l'avez pas lu, c'est littéralement ce que pourrait donner une saison 5, et si vous êtes en soif de Visiteur après la saison 4 et le film, ce roman est vraiment fait pour vous. Si on exclut la BD L'élu des dieux, un peu gadget, et le crossover avec City Hall qui est juste un bonus sympa, les deux œuvres tirées de l'univers sont vraiment travaillées, intéressantes et ne se contentent pas d'être un bête produit dérivé du Visiteur du futur. Après 4 saisons, il y avait forcément de quoi développer l'univers, et le seul regret qu'on peut avoir, c'est qu'il n'y ait rien d'autre qui a été fait, enfin, depuis en tout cas, même si c'est vrai que beaucoup de choses ont été concentrées pour le film sorti l'année dernière. On pourrait donc imaginer potentiellement de nouveaux spin-offs dans les années à venir, qui sait, peut-être. Mais pour finir, revenons sur le dernier spin-off entre guillemets, je parle bien sûr du film. Le projet était en discussion depuis un moment après la sortie de la saison 4, mais plusieurs choses vont prendre du temps et venir le retarder. Premièrement, l'écriture du film, plein de directions vont être prises et François va très vite vouloir éliminer plusieurs choses, l'idée de faire l'équivalent d'une saison 5 en premier lieu, car on n'écrit pas une série comme un film, oui on enfonce des portes ouvertes ici. Une des autres difficultés de l'écriture c'est de ne pas tomber dans la référence à outrance auprès des fans, mais aussi sans les oublier et simplement faire un reboot. On y reviendra plus tard en parlant du film, mais la direction qui sera prise, c'est d'offrir une œuvre accessible à tous et qui se suffit en elle-même. Seconde grosse difficulté, pas des moindres, elles sont même deux, une pandémie mondiale et un bébé. Oui, c'est à peu près le même niveau de galère. Forcément, toutes les productions et les tournages vont être interrompus, puis les cinémas vont fermer, ce qui va un peu décaler la sortie du film. La production en elle-même va être relativement tranquille, enfin, par rapport à ce qui s'est fait de pire dans l'industrie, et forcément, en passant au format long métrage, tout se professionnalise. Donc plus de matériel qui coûte très cher, et chaque aspect de la production va s'y faire ressentir. Les costumes seront gérés par Cécile Auclair, qui va reprendre pas mal de costumes de la série et les améliorer, comme celui du Visiteur ou de Henry, en créer de nouveaux comme celui de Raph ou encore de la Brigade Temporelle, et leurs armes du futur inspirées de Mass Effect. C'est d'ailleurs pas la seule inspiration jeu vidéo du film, puisqu'on va retrouver dans les décors gérés par Tom Isberg et Guillaume Berthoumieux, professionnels dans le domaine, des inspirations de mondes post-apocalyptiques comme Rage ou Borderlands selon les dires des messieurs. Ils fourniront pas mal de concept art du futur, comme le bar, le labo de Henry, le repère des enfants et la brigade temporelle pour le film. Le tournage va ensuite débuter dans le Grand Est, proche de Metz, dans la ville de Uckange, pour être exact, avec pas mal de sites qui serviront pour le monde post-apocalyptique. L'ambiance sera étonnamment proche de ce qui se faisait pour la série, malgré l'évolution claire dans tous les domaines, en grande partie car pas mal de personnes de l'équipe se connaissaient déjà. Malgré tout, on peut compter quelques nouveaux, que ce soit parmi la technique, ou les acteurs comme Enya Barou ou Arnaud Ducret, plus en avant que le Visiteur en lui-même. Pas mal d'acteurs vont d'ailleurs stresser avant le début du projet, comme Florent Dorin qui reprenait après 6 ans son rôle du Visiteur, mais finiront par se réhabituer rapidement à leurs anciens rôles. Durant le tournage, évidemment, l'équipe rencontrera quelques mésaventures, comme dans absolument tout tournage au cinéma,
mais dans l'ensemble ce sera plutôt calme et pas tant agité que ça. Enfin, en comparaison de très très grosses productions qui par moments ont des problèmes catastrophiques. Pour ce qui est de la post-production, elle se fera aussi sans gros problème, à la différence qu'elle sera comme toute la production, bien plus pro et avec plus de budget que ce qui se faisait en 2014 pour la saison 4. La sortie va donc pouvoir débuter avec pas mal d'avant-premières en France pendant l'été, pour une sortie le 7 septembre 2022, où on aura enfin, après 8 ans, droit à ce film. Dernier résumé, le film débute sur de très beaux plans et une centrale nucléaire qui est sur le point d'exploser, sauf que le visiteur arrive pour empêcher ça et échoue. Passage dans le présent où l'on découvre Alice, jeune militante pour l'écologie et qui veut stopper Gilbert, son père, de signer un contrat pour la construction d'une centrale nucléaire, peu coûteuse, en utilisant des produits de qualité discutable. Pour le piéger un peu par contrainte, Alice va essayer de lui voler son ordinateur portable, sauf que c'est à ce moment que le visiteur arrive pour faire la même chose et la brigade pour l'arrêter. L'escouade est donc composée de Louise, la même que dans le manga, notre Matteo National, et Victor qui est un peu con, comme Dario, et détestable comme Sarah Lombardi. Il force le visiteur à s'enfuir avec Gilbert et Alice, puis une fois dans le futur, ces derniers rencontrent toute l'équipe, à savoir Raph et Henry, qui vont leur dire, pour faire simple, que c'est la merde et que la centrale de Gilbert va foutre le bordel dans le monde. L'escouade va donc lui montrer ce qui se passe quand des commerciaux appliquent un process d'optimisation budgétaire dans un marché très compétitif, oui je vole les vannes du film, et après ça le visiteur va vouloir le tuer, mais Raph et Alice s'interposent et veulent faire changer Gilbert, car au fond, il est gentil. Et pour le faire changer, quoi de mieux que lui montrer les conséquences de ses actes, surtout qu'ils apprennent pendant le voyage que la mère d'Alice est morte à sa naissance, et que c'est un peu beaucoup à cause de ça que Gilbert priorise sa vie au reste. La team pour le faire changer va l'emmener voir ce que l'humanité a de pire, ce qui ne marche bizarrement pas, et après quelques péripéties, il se retrouve au Terrier, un repère plein d'enfants dirigé par Belette, et Gilbert capte un peu le problème dans ses actions. Sauf que c'est le moment où la brigade débarque et se fait humilier par des gosses, ce qui les pousse à balancer une grenade sur des enfants. Henry s'interpose, scène très émouvante, le visiteur veut buter Gilbert mais abandonne et tout le monde se fait capturer par la brigade. Dans le QG, Constance, leaduse de la brigade temporelle, ramène Gilbert et Alice après avoir montré à ces dernières que ce qu'elle fait et son combat n'a pas de sens. Pourtant, Gilbert change d'avis et refuse de faire la centrale, mais la brigade ne va finalement pas lui laisser le choix. Tandis que pendant le même temps, le visiteur et Raph s'échappent, grâce à Louise qui a compris que le camp qui laisse des enfants crever, c'est pas les gentils. Raph part sauver Alice, le visiteur Gilbert, et Henry qui n'est pas mort en fait répare des trucs. Le visiteur se refait capturer par Matteo, Gilbert s'apprête à signer le contrat pour la centrale, mais à ce moment un changement temporel a lieu puisque Alice, sauvée par Raph, a décidé de stopper sa naissance en sauvant sa mère, ce qui permet de créer une nouvelle ligne où Alice n'existe pas et son père vit heureux avec sa mère et ses deux nouveaux enfants. Malgré tout, Alice ne disparaît pas et devient plutôt une SDF de la temporalité, en rejoignant le visiteur du futur et toute l'équipe. Fin. Le visiteur du futur, ça a changé. Ou plutôt, ça a évolué. Cette évolution se constate tout au long des 4 saisons, et ce film n'est que la forme finale de bientôt 15 ans d'existence. Ça peut se remarquer sur tous les points ou presque, celui qui se remarque le plus, c'est la technique, évidemment. Le film est beau, surtout quand on sort de la série, et la claque et l'écart qu'elle se mange est assez violent. Pourtant, le budget est d'à peu près 4,5 millions d'euros, ce qui paraît assez énorme, et ça l'est à l'échelle d'une production française, mais pour de la science-fiction, c'est pas tant que ça. Pour prendre une autre production française sortie récemment, Astérix de l'Empire du Milieu, c'est plus de 60 millions. Bon, ok, je tape sur l'ambulance. Pour prendre une autre production SF bien plus ambitieuse, Valérian et la Cité des Mille Planètes, c'est 197 millions. Et Vidocq en 2001, c'est 23 millions. Même La Cité des Enfants Perdus, film de Jean-Pierre Jeunet sorti en 1995, c'était 18 millions. Alors pour son budget, le film s'en sort très bien. Les plans sont plus réfléchis que dans la série, les FX plus soignés, et les décors et costumes sont excellents. Mention spéciale aux nouvelles tenues de l'équipe qui leur vont bien, sans pour autant dénaturer le look du visiteur, de Henry et Raph. En parlant des personnages, un point qui va pas mal changer avec ce film également, c'est eux, mais surtout la narration en général. On n'écrit pas un film comme une série, oui j'enfonce toujours des portes ouvertes. Le premier point à noter, c'est le message du film. Dans la première saison, on avait déjà en toile de fond ce message écolo, mais qui ne s'assumait pas beaucoup.
Ici, il est omniprésent. C'est comme si la situation avait empiré depuis. Vous imaginez ? En plus, il traite avec plus de mesures et réflexions que ce à quoi on pourrait s'attendre en posant des questions qui viennent faire douter nos deux protagonistes sur leurs convictions. C'est la raison qui nous pousse en grande majorité à nous concentrer sur les personnages d'Alice et Gilbert au centre du conflit et qui relaie un peu les personnages que l'on connaît au second plan. Ce qui entraîne aussi une narration plus linéaire, là encore pour s'éloigner de ce que faisait la série. En tout cas dans ces 2 premières saisons. Dès la 3e, le fil rouge prendra de plus en plus d'importance, et dans ce film, ainsi un peu que la saison 4, on n'a plus aucun reste de la formule à sketch que la première saison et la 2e avaient. Une remarque qui se faisait déjà justement en saison 3 et 4 qui gagnait en enjeu dramatique et perdait un peu le côté décalé presque parodique de la série. Qu'on soit clair, l'humour du film est encore plus en retrait que pour la série. Les vannes sont plus subtiles, et si on enlève la scène d'intro qui, elle par contre, colle parfaitement au style de la saison 1 et 2, l'humour peut, pour un premier visionnage, parfaitement décevoir les fans de la série. J'ai l'impression d'être un peu critique sur le film, ce qui est le cas puisque même si je l'ai apprécié, j'ai aussi eu quelques problèmes avec. Et ces problèmes, c'est tout simplement les attentes que j'en avais en tant que fan de la série. Ce film n'est pas la saison 5 du Visiteur du Futur. Cette affirmation et perspective donnent du sens à tous les choix du projet. C'est un film qui va prendre la décision de chercher un nouveau public, de se suffire en lui-même, et limiter le fanservice au minimum, ou presque. Je l'ai dit au début, le Visiteur du Futur avait déjà amorcé ce changement avec la saison 3 et 4, mais le film, en changeant de médium, va encore plus devoir accepter cette évolution. On n'est plus sur internet, donc l'humour méta en trop grande quantité est évité pour ne pas déstabiliser un public qui ne serait pas sensible à cette culture internet. En 14 ans, les enjeux climatiques se sont aggravés, donc relayer ce message à une simple vanne, c'est clairement pas une bonne idée. Tout va donc se recentrer autour des personnages et du sujet et propos du film. C'est également la raison qui impliquera de créer 2 nouveaux protagonistes complètement déconnectés de la série pour les nouveaux venus. Tandis que plein de personnages qu'on aurait aimé revoir passent à la trappe, car inutiles et rendraient le film trop confus. Une pensée pour les Lombardi. En plus de ça, il faut rajouter une saison qui ne laisse pas trop de cliffhanger, mais laisse quand même la possibilité d'une potentielle suite. Dans son objectif de faire découvrir l'univers à un nouveau public, le film fonctionne extrêmement bien. Est-ce qu'il a des défauts ? Oui, comme tous les films, mais en le revoyant, je l'ai beaucoup plus apprécié, peut-être aussi parce que, avec les recherches, j'ai compris dans quelle optique le film avait été fait. Bref, c'était le film, on a traité tout ce qui entoure le Visiteur du Futur, je vais enfin pouvoir passer à la conclusion de cette vidéo de près... Je savais pas où caser cette partie, mais je voulais un peu parler de la musique de la franchise, ne serait-ce que par respect pour Jimmy Tillet, compositeur du Visiteur depuis la saison 1. Ouais, ça remonte mine de rien. Diplômé d'un BTS audiovisuel option son au lycée Jacques Prévert, là où il rencontrera justement Anaïs Vachez, François Descraques et Slimane Baptiste Berroun. Le Visiteur du Futur est l'une de ses compositions les plus connues, mais il va également travailler sur d'autres projets, que ce soit dans des courts-métrages, un album Shadows ou de nombreux travaux dans la musique. J'aime beaucoup ses compositions pour le Visiteur, elles passent d'ailleurs presque toutes en fond au moment où je vous parle, et si on peut évidemment penser au thème principal de la saga, le nombre de thèmes qu'il a en réalité composé pour la série est assez fou. Je vais pas m'improviser fin analyste parce que je m'y connais pas assez en son, mais je voulais un tout petit peu parler du compositeur et de la musique parce que je reviens quasiment jamais dessus dans la rétrospective. Cette fois on peut vraiment conclure. Tu sais qu'il existe un jeu de cartes, le Visiteur du Futur, qui... J'ai dit conclusion. Regardez le Visiteur du Futur. C'est le fil rouge de cette vidéo, et si j'ai pu motiver certaines personnes à découvrir la série, eh ben j'aurais réussi mon job. Et ça m'aura appris que... Ah oui, quand même, la vache. D'ailleurs, bonne chance au monteur. C'est vrai, c'est moi le monteur. L'univers du Visiteur du Futur est aujourd'hui assez riche. 4 saisons, un film, un roman, une BD et 3 mangas. Je rappelle qu'on parle à la base d'une web-série tournée dans un 16 mètres carrés par une bande de 6 personnes. D'une web-série avec des personnages créés sur le tas et qui vont finir par gagner en profondeur à force d'avancer. D'une web-série qui finira par aboutir en un film avec plusieurs centaines de personnes derrière. 4,5 millions d'euros de budget, une sortie en salle et plus de 300 000 entrées. Et en dehors des qualités et défauts intrinsèques à chaque œuvre, le Visiteur du Futur est le parfait représentant du web et son évolution ces 15 dernières années. Que ce soit en bien ou en mal pour certains, c'est l'exemple type de l'ampleur qu'a pris Internet. Beaucoup comparent aujourd'hui Internet à la télé,
souvent de manière péjorative, et en même temps cette comparaison ne vient pas de nulle part. Aujourd'hui on aurait du mal à dissocier une production à la télé d'une production à très gros budget sur le web. Le Z-Event ou le GP Explorer sur Twitch en sont un exemple. Les vidéos du joueur du grenier qui augmentent à chaque fois la barre en termes de technique aussi. Dans le monde de l'audiovisuel, on ne peut plus ignorer Internet. Et comme Internet, le visiteur a évolué. Que ce soit avec la saison 3 et 4 qui mettront la barre plus haut et passeront d'une production amateur à semi-pro, puis le film qui est une production purement professionnelle et a su adapter le visiteur sur grand écran. Pour autant, les 15 années de génération Internet n'ont pas disparu depuis cette montée en force du média. Le contenu a évolué, s'est professionnalisé, mais ceux qui sont derrière savent d'où vient le projet à la base et d'où ils viennent. François Descraques a bien conscience d'où est parti le visiteur et l'ascension fulgurante qu'ont connu les gens qui produisaient du contenu sur Dailymotion. En plus d'être une web-série drôle et touchante quand il le faut, avec un univers qui s'est développé avec le temps, Le Visiteur du Futur c'est un symbole de ce qu'est devenu Internet, comment il a su montrer que les gens qui créent du contenu sur ces plateformes ont évolué et grandi. C'est une série importante pour moi, qu'il ait découvert avec admiration à une époque où c'était encore considéré comme amateur dans les milieux professionnels, et un grand merci à toutes les personnes qui ont bossé sur cet univers, que ce soit François Descraques, Jimmy Tillet, tous les acteurs ou chaque technicien intégré de près ou de loin au projet. J'en profite également pour infiniment remercier toutes les personnes qui ont mis en ligne du contenu sur le visiteur et qui m'ont permis de me documenter pour faire cette vidéo, ainsi que de fortement vous recommander le livre rétrospectif, encore une fois, du Visiteur du Futur, écrit par François Descraques, qui réunit beaucoup d'interviews et d'avis de personnes qui ont travaillé sur le projet, et qui sont très intéressantes et que je n'ai pas entièrement pu compiler dans cette vidéo, évidemment. Et enfin, un grand merci à toutes les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, vous avez été courageux. Un grand merci à tous ceux qui partageront, likeront, commenteront, et qui aideront au référencement de cette vidéo qui m'a pris quand même pas mal de temps. Je vais conclure sur ce dernier commentaire qui avait été posté sur le premier épisode du Visiteur du Futur quand je l'ai regardé pour les besoins de la vidéo. C'était le Visiteur du Futur, voilà ce qui s'est passé.